porter les voix un peu. Ça marche déjà. Bonjour, Monsieur le ministre Henri Njombo. Moi, c'est Kenneth Toansa. En tant qu'écrivain, je suis un Samala, mais je suis ici aujourd'hui comme Kenneth Toansa, doctorant de l'université de Aarhus au Danemark, au département de littérature comparée, où je fais une thèse sur vos travaux, les travaux de Assit Undinga. Vous deux, vous êtes congolais, et le Camerounais Ekpe Ignan. Dans ma thèse, il est question du rôle que peut jouer la littérature dans la conservation de la nature et aussi mitiguer la crise écologique et le chauffement climatique face auquel le monde travaille aujourd'hui, parce que c'est une question urgente. Et donc, brièvement, ma thèse s'intitule La littérature peut-elle sauver le bassin du Congo? Parce que je vous ai choisi deux, parce que je sais l'importance du bassin du Congo, comme on l'appelle communément les deuxièmes poumons du monde après l'Amazonie. Donc c'est pour voir l'apport artistique et littéraire que peut apporter vos œuvres sur cette lutte contre le chauffement climatique dans la zone aujourd'hui que je vous rencontre. Merci de m'avoir reçu chez vous, et merci aussi au professeur Kadima, Boukala Kadima, qui m'a amené chez vous. Donc je vais procéder avec des questions d'interview avec vous, Monsieur le ministre, si vous le permettez. Je sais que vous avez étudié l'économie de forestier à Leningrad, dans l'ancienne Union soviétique. J'aimerais savoir si à la fin de vos études, c'était un master ou une licence ou un diplôme. Et aussi, quel autre diplôme universitaire avez-vous eu avant d'étudier à Leningrad? Oui. Ben, j'ai fait l'économie forestière et j'en ai un master, donc un master en économie forestière. Je n'ai pas fait d'autres formations. C'est vrai qu'à l'origine, j'ai fait le lycée technique en section agricole. J'ai eu mon bac agricole avant d'aller faire les études supérieures, embrasser justement des études d'économie forestière. Et je comprends aussi que vous avez étudié en France avant de prendre la route de l'Union soviétique. Non. Après mon bac, je suis allé directement en Union soviétique. Okay. Voilà, avec une année de langue russe et puis 5 ans de formation d'ingénieur. Ok, merci beaucoup pour ces clarifications. Et en dehors d'avoir étudié l'économie forestière, vous avez servi dans plusieurs capacités dans le gouvernement congolais, surtout dans des ministères qui ont tous un lien avec la nature, à l'instar particulièrement du ministère du développement durable, de la gestion forestière et de l'environnement. Et vous êtes l'actuel ministre de l'Agriculture, des Pêches et des Industries animales. J'imagine, si vous n'avez pas fait ces études, si vous n'avez pas tenu ce poste qui ont tous affaire avec la nature ou l'agriculture et l'écologie surtout, est-ce que vous seriez aujourd'hui écrivain qui aborde dans ses œuvres des questions écologiques comme vous le faites? Peut-être pas. Peut-être pas parce que j'aurais été peu versé dans ces thématiques. Mais justement en ayant la responsabilité de réfléchir sur les thématiques environnementales et en fait d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent pas seulement à notre pays mais à l'humanité, j'ai fini par me faire une certaine expertise. Et puis, vous savez, je dis souvent, mais
comment est-ce qu'on peut écrire un bon livre sur l'écologie si on n'est pas écologiste. Ensuite, est-ce que tous les écologistes savent écrire? Voilà. Alors il faut avoir les deux en un. Ouais. Il faut savoir écrire et avoir l'expertise dans le domaine pour pouvoir dire les choses. Et en choisissant le théâtre, parce que c'est toute ma réflexion et toute mon action est résumée dans des pièces de théâtre. Il y en a 3 principalement. Et voilà, c'est à cause de ça que j'ai écrit. Oui, vous parlez là du Cri de la forêt, co-signé avec Osée Colline Coignet, Le Mal de terre et Les bénévoles. Ce sont vos pièces de théâtre qui portent particulièrement sur l'environnement. Mais quand je parcours même vos romans, parce que vous êtes romancier, vous êtes beaucoup plus connu comme romancier, je crois que vous n'avez pas moins de 10 romans. Non, 6. 6, ok, vous avez 6 romans. Je prépare le 7e. Oui, vous travaillez sur le 7e roman. Oui. Ça, c'est une belle information à retenir. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé en premier lieu de vous lancer dans l'écriture et c'était quand? J'ai commencé à écrire en 1977. 77. Non, 1987. 87. En 1987, excusez. Ok, 87. Et voilà, j'étais ambassadeur et avec un peu de recul, j'ai essayé d'aborder des questions qui me préoccupaient et puis de les consigner dans un écrit, même si c'est dans une fiction, mais c'est mes convictions. Okay. Et après, vous vous êtes lancé dans l'écriture qu'on peut qualifier du théâtre environnemental. Exactement, parce que justement, les gens ne lisent pas beaucoup. Ils lisent pas beaucoup et le théâtre peut aider à vulgariser des messages, à toucher le maximum de personnes. Dans une société de tradition orale comme la nôtre, le théâtre est un instrument idéal pour l'éducation civique, pour la sensibilisation, pour le partage. Merci beaucoup. Et là, vous étiez déjà en train de répondre à une question que je n'avais pas encore posée. Merci. Parce que j'allais vous poser la question de savoir pourquoi vous n'abordez pas d'une manière beaucoup plus explicite ou disons directe les questions environnementales dans vos romans et pourquoi vous avez choisi le genre théâtral. Je crois que vous avez bien parlé de cet aspect du fait que le théâtre a un accès à un public, même si ce public-là ne lit pas, comme on le constate souvent ici en Afrique. Mais est-ce que vous avez ajouté là surtout pourquoi le choix du théâtre par les romans? Mais ce n'est pas pour dire que dans vos romans, il n'y a pas de questions environnementales. Absolument. Il y en a, parce qu'à ce moment même, on est en train de lire même les ouvrages des écrivains tels que Chinua Achebe ou les Ngugi wa Thiong'o ou Sédar Senghor, qui ont écrit à une époque où la crise écologique n'était pas ce que nous connaissons aujourd'hui, mais on les lit aussi à partir des angles éco-critiques. Donc, oui, vous pouvez parler davantage de pourquoi ce choix du théâtre et pas le roman pour les questions environnementales. Peut-être que vous auriez souhaité que j'écrive un essai ou des essais sur la question environnementale. L'essai ne me tente pas beaucoup. Okay. L'essai, c'est l'histoire au présent. Elle n'est jamais bien vécue. Elle n'est pas toujours souhaitée. Et lorsque vous allez décrire des faits vécus, des pratiques connues par des entreprises, des personnalités,
vous allez vous heurter à leur sensibilité. Et puis après c'est des querelles, c'est des polémiques, on sait ce que ça veut dire et puis où ça peut aboutir. Alors je préfère rester dans la fiction parce que dans ce genre, on ne peut pas être poursuivi. Mais on connaît, là on comprend vos positions. Oui. On comprend vos positions, mais vous êtes inattaquable. Oui. Donc je préfère rester dans la fiction, que ce soit le roman ou le théâtre, c'est de la fiction. Oui. Et nous allons continuer à travailler dans ce domaine-là, dans ce genre plutôt. Et ok, merci. Oui, bon, si on vous demandait en quelques mots d'expliquer ce que certains peuvent qualifier d'un choix un peu surprenant, parce que vous n'avez pas étudié la littérature au secondaire, ni même à l'université, et vous êtes devenu non seulement amoureux de la littérature, mais écrivain de renommée que vous êtes aujourd'hui. Je me rends compte que beaucoup de scientifiques sont écrivains, sont romanciers et de bons écrivains. Effectivement. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils ont appris la langue française. Sinon, ils ne seraient pas des experts émérites. Lorsque vous avez mal assimilé la langue au départ, cela vous rattrape toute la vie parce que vous manquerez un peu d'expertise, je veux dire. Si vous n'avez pas bien pris vos leçons dans une langue que vous maîtrisez, si vous ne les avez pas comprises et ainsi de suite, quel spécialiste pouvez-vous devenir? Donc à la base, c'est la langue. La langue, nous l'avons apprise comme nous l'avons pu, venant de familles paysannes où on ne parle pas le français. Donc vous apprenez à écrire et à lire le français à l'école primaire, puis au fur et à mesure. Mais si vous êtes un élève appliqué, c'est sûr que vous allez... vous savez, en notre temps, nous écrivions déjà des lettres en classe de CP2. Des lettres au cours préparatoire. Oui. Et les destinataires comprenaient parfaitement ce que nous écrivions. Voilà, et au C2, c'était encore mieux. Et au cours moyen, on se préparait même à être enseignant. Okay. Voilà, donc il fallait très bien apprendre la grammaire, la conjugaison, c'est la base aussi de la langue française. Grammaire, conjugaison, le vocabulaire vient après, mais voilà ce qui... le vocabulaire, l'orthographe des mots, lire en retenant l'orthographe des mots, c'est également important. Donc il faut lire, à la base il faut lire. Et pour lire, il faut aimer la lecture. Et pour aimer la lecture, il faut aimer la langue. Oui. Et ainsi de suite. Voilà. Tout cela, tout c'est autour de la langue. Oui. Voilà. La langue est véhicule des Donc, et puis par la suite, comme tout métier, il s'apprend. On commence à écrire avec des difficultés. Comme un enfant qui apprend à marcher, il tombe, il se lève, il tombe, il se lève. Et au fur et à mesure, après, il va marcher, après, il va courir. Oui. Après, il va devenir champion du marathon. Ben voilà, c'est ça. La vie est ainsi faite d'apprentissage continuel. Cette question, c'est surtout parce que vous avez été longtemps ministre des questions environnementales ici au Congo-Brazzaville, en République du Congo. Que pensez-vous du fait que des ONG occidentales œuvrent pour la création de plus en plus de parcs nationaux, de réserves forestières, etc., en Afrique, ce qui est bon, mais en même temps, parfois, il y a des évictions de personnes autochtones qui y habitent et qui ont parfois beaucoup plus de maîtrise de la gestion de leurs écosystèmes.
Bon, vous voulez connaître mon avis sur ce type de coopération. Bon, c'est nous qui ouvrons les portes aux ONG extérieures. Oui. Mais nos ONG n'interviennent pas dans d'autres territoires hors Afrique. Oui. Parce que elles ont conscience de la notion de la souveraineté nationale, elles ont conscience des rapports diplomatiques et aussi elles ont été élevées pour ne pas s'ingérer dans les affaires d'autrui. C'est aussi notre culture. Oui. Bien. C'est nous qui ouvrons grandes les portes aux ONG extérieures au point où elles viennent s'ingérer dans nos affaires. Elles viennent s'ingérer dans nos affaires et ensuite elles vivent de nos affaires. Elles mangent de nos affaires. Parfois à juste titre parce qu'elles sont compétentes dans ces questions spécifiques. Mais pas toujours parce que il y a des gens qui ne connaissent rien de la forêt tropicale mais qui veulent devenir des professeurs, des experts dans cette matière. Oui. Il y en a qui lisent bien les rapports écrits par les experts nationaux, qui savent très bien les exploiter pour les remettre dans un autre ordre et qui donne l'impression que c'est un nouvel écrit alors que toute la matière a été fournie localement. Puis les mécanismes financiers extérieurs appuient ces ONG, pour soutenir des thèses des gouvernements de leur pays sur la gestion des ressources naturelles en Afrique. Et c'est évident que parfois sans vergogne, elles puissent concevoir des stratégies de conservation, l'image de leur doctrine, sur la base de leur doctrine plutôt, et finissent par vous en imposer. Oui. Finissent par vous en imposer parce que la cause qu'ils défendent peut paraître logique. Elle peut paraître logique, mais c'est le moyen pour elle de disposer des ressources importantes, de pouvoir accéder à des ressources, à des financements. Là, vous parlez, c'est de ce que certains critiques littéraires ont appelé l'impérialisme vert, c'est-à-dire une nouvelle colonisation entre guillemets de l'Afrique, mais sous couvert de l'intervention écologique. Et ce qui souvent fait qu'il y a des dérapages entre les politiques et les feuilles de route établies avec des connaissances d'ailleurs pour être implémentées ici en Afrique. Donc j'aimerais savoir précisément quel est votre avis par rapport à ces connaissances locales, à ces connaissances indigènes, surtout des peuples autochtones que nous sommes, mais surtout même ceux qui sont à forêt comme les Pygmées Baka,
que nous avons au Cameroun, mais aussi ici au Congo. Comment pensez-vous que nous puissions s'appuyer sur leur connaissance, leur maîtrise de leur environnement pour nous aider aussi à la gestion de la crise écologique, sans les négliger, sans les déplacer et sans se présenter comme étant des supérieurs ou des experts, puisque la science pure aujourd'hui montre aussi à ses limites. Bon, j'ai dit nous ouvrons grandement les portes de l'Afrique aux ONG internationales, même pas forcément internationales, nationales d'ailleurs, et qui viennent comme influencer nos politiques. Mais tout cela part du fait que nous-mêmes nous adhérons à certains principes universels. Donc la protection de la nature, la lutte contre le changement climatique et tout cela, c'est acquis. Oui, il faut y aller. Mais est-ce que l'intervention de ces institutions, de ces organisations, permet-elle de résoudre la question? Ou simplement de dénoncer les politiques, de dénoncer un certain nombre de phénomènes sans y apporter de solution. Ensuite, je disais que ces organisations disposent de financements importants et des donateurs divers, des bailleurs de fonds, des fondations, pour soutenir la cause qu'ils ont vendue auprès d'elles. Les plaidoyers qui sont faits pour arracher ces financements, le marketing très puissamment mené à cet égard amène donc les donateurs qui sont peu avertis eux-mêmes à ouvrir la bourse pour que cette cause puisse être défendue. Bon, mais il y a certainement des organisations qui travaillent la main dans la main avec les gouvernements, qui agissent pour aider effectivement à résoudre les problèmes qui se posent sur le plan environnemental. Mais beaucoup d'autres sont des organisations militantes, des organisations extrémistes qui viennent déstabiliser les gouvernements. Alors, il appartient au pays de les connaître, les identifier, de savoir comment les traiter. Bon, il ne faut pas non plus les combattre les yeux fermés, il ne faut pas les chasser de chez soi parce qu'ils feront plus mal. Mais il faut savoir les gérer, les tenir à leur place. Pour cela, il faut aussi qu'en matière de diplomatie environnementale, nous ayons des dirigeants, des experts qui sachent conduire nos rapports avec ce genre de personnalité, de ce genre d'institutions, y compris avec leur gouvernement d'origine. J'estime que, bon, j'ai l'habitude de dire, les ONG de conservation se comportent comme les bêtes, les carnivores du genre lion, panthère et autres qui aiment bien consommer de la viande fraîche, du sang chaud, et quand la proie a dépassé un certain temps, on ne la regarde plus, on cherche une autre proie qui a du sang chaud, qui a de la chair fraîche, et ainsi de suite. C'est le cas des projets qui sont menés par beaucoup d'institutions. On mène un projet et comme cela s'appelle projet, il est limité dans le temps et dans les ressources. Et donc après, il n'y a plus de projet, il n'y a plus de suite, il n'y a plus de suivi. Et puis voilà, tout s'éteint.
En attendant, les promoteurs ONG ont déjà imaginé de nouveaux schémas pour pouvoir s'intégrer et continuer à bénéficier des financements. Bon, c'est des professionnels de la chose, on le comprend, mais quand même, une grande partie de la fameuse aide au développement est dissoute dans les budgets de ces organisations. Généralement, c'est chaque État qui finance son organisation voilà, à travers laquelle elle influence les politiques africaines. Oui, là, j'ai retenu beaucoup de choses, mais surtout, vous avez utilisé le thème de marketing. Et ce thème me rappelle du titre du roman de votre compatriote, collègue écrivain Assi Tundinga, Les marchands du développement durable. Et là aussi, il est surtout question de quelle est la durabilité des projets de développement durable lorsque les financements extérieurs finissent. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que ces projets peuvent devenir pérennes? Donc c'est une question très importante que vous venez d'aborder là. Mais aussi, par curiosité, j'allais demander, dans votre pièce co-signée avec Kouagné, Le cri de la forêt, l'initiative de la conservation de la nature telle que décrite surtout à la fin de la pièce est portée presque exclusivement par les nationaux. Là, je me demandais si c'est parce que vous avez cette opinion que vous venez de voiler, que vous avez construit cette pièce où il y a un projet de reboisement qui est lancé et dirigé par les nationaux là et on ne voit personne qui est de l'extérieur. Ben, le principal protecteur de la nature, c'est l'État. Ce sont les pouvoirs publics. C'est eux qui conçoivent les lois et les font appliquer. Et dans un objectif clair, et en ce qui concerne la nature, il faut la conserver, il faut des règles strictes qui soient écrites et pratiquées pour assurer une gestion responsable de cette nature. Oui, et ici, c'est des campagnes de sensibilisation et de conscientisation menées par le ministère en charge des questions forestières et auprès des populations du village concerné. Mais le message est mal accueilli parce que peut-être qu'il y a eu incompréhension, sûrement. Il y a eu vraiment incompréhension. Ils ne comprennent pas quand on leur dit vous pouvez exploiter vos arbres, vos forêts, mais de façon limitée, conformément à la loi, et ainsi votre ressource sera pérenne. Donc, ne coupez plus en désordre les bois. Mais là, nous avons affaire aussi à un chef de village qui est autoritaire, mais surtout cupide. Et c'est lui qui organise tout le massacre de la forêt. Et voilà. Le chef Kamona. Exactement, le chef Kamona. C'est lui qui organise le massacre des forêts et qui est à l'origine justement de la sécheresse qui sévira plus tard lorsqu'on aura déboisé tout autour des villages. Donc il s'agit ici d'une œuvre de sensibilisation et de conscientisation des populations sur la bonne gestion de leur forêt, surtout quand la forêt est rare. Il faut bien la gérer. Mais même quand elle est abondante, il faut se préparer à bien la gérer aussi. Et voilà, c'est ça. Et à votre avis, est-ce que, parce que là, c'est pas pour dire qu'il y a un facteur destructeur de l'environnement qui est à négliger, mais à votre avis,
qu'est-ce qui contribue trop plus à la destruction de nos forêts? Est-ce l'exploitation par des sociétés étrangères qui sont autorisées par les gouvernements de la sous-région et même du continent? Ou est-ce l'exploitation locale, par exemple la chasse à échelle limitée pour les besoins des autochtones ou aussi l'exploitation du bois pour les besoins domestiques? Lorsque vous comparez ces besoins ou ces motivations de l'exploitation par rapport à l'exploitation du bois qui est exporté, que pensez-vous donc? Qu'est-ce qui est plus lourd? La plus grande déforestation est opérée par le secteur agricole. Parce que les terres forestières sont riches et bien sûr fertiles pour pouvoir encourager l'agriculture. Donc la plus grande partie du déboisement est occasionnée par les cultures vivrières et commerciales. Ensuite, le bois énergie aussi intervient, mais il y a des traditions dans les zones véritablement forestières où la forêt est dense. C'est on n'abat pas un arbre sur pied vivant pour faire du bois énergie ou du charbon. On ramasse les arbres et les branches mortes pour faire du bois énergie. Ça déjà, c'est dans la conscience des populations, cela est acquis dans la conscience des populations. Mais aussi pourquoi? Parce que aller abattre un arbre qui est solide, qui est encore vert, il faut attendre combien de temps pour qu'il sèche et qu'on puisse l'utiliser pour le bois de feu, pour faire du charbon de bois. Non, c'est une perte de temps, alors que le bois qui est mort est déjà prêt à utilisation. Et pour ceux qui font le commerce de charbon de bois, le commerce de bois de feu, eh ben, ils trouvent déjà le produit qui va aller sur le marché. Et il paraît que la plupart des écrivains dans le bassin du Congo, particulièrement, je pourrais même dire en Afrique, mais bon, prenons le cas de mon champ d'intérêt, perçoivent la nature souvent en termes de forêt et de la faune. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Et à votre avis, pourquoi pensez-vous que ces écrivains ont une tendance, que je pourrais dire, d'ignorer ou de ne pas écrire des ouvrages dans lesquels des espèces non humaines, telles que les arbres, tels que les animaux, sont des personnages à part entière? Bon, c'est une question d'inspiration. Ouais. Il faut connaître le héros, il faut connaître les personnages pour leur faire jouer des rôles actifs, des rôles intéressants pour le lecteur, pour le public. Donc là encore, on revient à la notion d'expertise. On peut faire des fables aussi chez nous, comme des contes qui utilisent généralement la faune pour sensibiliser, pour conseiller, pour conscientiser les jeunes, les enfants. Je crois que la nature nous inspire beaucoup pour que nous puissions dispenser des enseignements autour de nous, pour que nous puissions prendre conscience des dangers qui guettent notre environnement par des comportements déviants. Mais à la base de tout, nous avons les lois et règlements qui régissent les ressources naturelles. Il faut pour cela aussi des États forts qui fassent respecter ces lois et règlements. Il faut qu'il y ait
une prise de conscience aiguë de la part des gouvernants qui, eux, seuls peuvent forcer l'État à faire appliquer toutes les dispositions permettant de gérer de façon responsable les écosystèmes naturels. Et lorsque je regarde aussi les ouvrages de la plupart des écrivains écologiques de la zone, je constate qu'il y a plus d'attention portée sur les extractions des ressources naturelles et forestières par rapport au chauffement climatique beaucoup plus général et le changement climatique. C'est-à-dire surtout les températures qui ne vont que se hausser chaque jour. Oui. On peut dire que la déforestation, je dis, comme je l'ai déjà dit, est causée majoritairement par l'agriculture itinérante sur brûlis. Mais très vite, on aborde la question de l'exploitation forestière comme pour lui faire porter une lourde responsabilité dans la déforestation. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici souvent de personnes qui soient extérieures ou nationales qui ne comprennent pas les phénomènes et qui ignorent royalement la réalité. Aujourd'hui, dans le bassin du Congo, l'harmonisation de nos politiques forestières a amené tous les pays à adopter la pratique des plans d'aménagement pour l'exploitation forestière. Ces pratiques permettent de disposer des statistiques fiables sur le potentiel de la ressource et de définir, selon les besoins de l'économie, les prélèvements qu'il va falloir opérer en tenant compte des exigences, des cycles de chaque espèce forestière. Alors, vous avez des essences de bois qui ne peuvent pas être abattues en deçà de 60 cm de diamètre. Juste parce que leur biologie indique que c'est des bois à croissance lente, mais c'est des bois généralement fermes et qui atteignent donc leur maturité à partir d'un moment donné. Et cette maturité peut être mesurée aussi peut être appréciée à travers le diamètre d'exploitabilité à 1,30 m au-dessus du sol. On peut dire que ces essences, pour être exploitées, on doit respecter leur diamètre. Le minimum, c'est 60 cm, sinon plus. D'autres à 70 cm, d'autres encore à 80 cm. Et l'exploitation se fait de ces essences, se fait conformément à ces prescriptions. Si bien que, pour toutes les essences confondues, il sera rare de dépasser une moyenne de 2 arbres par hectare qui sont extraits par l'industrie du bois. Je dis, il est rare. Donc, si on dépasse déjà 1 pied, on dépasse 2 pieds à l'hectare, il s'agit là des zones extrêmement riches
d'essence forestière et où l'on peut donc avoir un rendement par hectare élevé. Mais on ne peut pas dépasser 2 arbres, 2 pieds par hectare. Dans un hectare, vous aurez 600, 700, 800 pieds d'arbres divers. Mais quand vous en avez enlevé 1, 2, qu'est-ce que cela représente dans toute cette masse? Mais absolument rien. Surtout si l'on respecte les règles d'abattage à impact réduit. Ces arbres qui tombent ne causent pas de dégâts importants pendant et après leur chute. Généralement, ils entraînent les arbustes, mais on fait de sorte que l'orientation de la chute soit bien maîtrisée et que donc les dégâts du fait de l'exploitation forestière sont infimes. Et les plans d'aménagement assis sur ces normes d'exploitation permettent des cycles. Les cycles d'exploitation vont de 15 à 30 ans, 40 ans. Donc la rotation de l'exploitation forestière, lorsque vous partez d'un point donné jusqu'au bout, et pour revenir au point initial, il faut laisser passer entre 20, 30 et 40 ans. Et à ce moment-là, la plupart des essences auront atteint la maturité et on peut venir les exploiter encore en respectant la même règle. Donc on ne détruit pas grand-chose. Mais pourquoi s'accrocher alors à l'exploitation forestière comme étant le phénomène le plus important dans la destruction de la forêt? Mais parce que il y a des concurrents dans d'autres pays, dans d'autres continents qui veulent fermer leurs frontières, veulent fermer l'accès au marché, aux bois africains. Donc ils vont créer toutes les situations, ils vont développer des thèses qui montrent que la forêt est ravagée, qu'elle est détruite par les exploitants forestiers. Et parfois, c'est les ONG de leur propre pays là-bas qui viennent combattre leurs capitaux chez nous. Mais nous avons besoin de ces capitaux pour le développement parce que dans la plupart de nos pays, le secteur forestier est un des plus gros employeurs. Nous avons besoin de son mec qu'il fonctionne dans de bonnes règles, qu'il puisse permettre un développement durable. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que au Congo, par exemple, l'attribution des concessions forestières et le dimensionnement des industries du bois tiennent compte justement de la durabilité et de la ressource et de l'activité de ces entreprises. Merci beaucoup. Peut-être parce que Brazzaville n'est pas comme Yaoundé, parce que si c'est depuis mon arrivée ici, il y a déjà une semaine, voire plus, je n'ai pas vu un camion qui passe avec du bois pour atteindre le port de Pointe-Noire, mais si c'était à Yaoundé, je pourrais déjà compter beaucoup. Et donc, comme vous avez dit, c'est vrai, il y a ce facteur qui est toujours lié à l'agriculture, parce que le constat que j'ai fait personnellement au Cameroun, c'est que parfois des sociétés d'exploitation forestière ouvrent les voies pour atteindre les arbres et après ces voies permettent aux autochtones d'aller dans des coins, des parties de s'installer s'installer là où ils ne pouvaient pas, qui étaient inaccessibles. Exactement. Et donc oui, c'est vrai que
la route est un facteur d'établissement humain, parfois anarchique. C'est pourquoi je parle d'état fort. S'il est interdit de s'installer, il faut que cette interdiction soit permanente. Mais si on laisse les gens se mettre n'importe où, bon, c'est la faute de qui? C'est la faute de l'État. Oui. Et dans le cri de la forêt, là, vous semblez donner beaucoup plus tort aux populations autochtones, surtout le peuple du village Mbala sur le chef Kamona. Je me demandais, est-ce que là, il n'y a pas aussi une partie, que ce soit sa taille, de la gouvernance étatique, parce que là, comme j'ai argumenté dans mon article, je crois que si l'explication de la réglementation en rigueur par rapport à la forêt était expliquée à ces populations, peut-être par un sous-préfet ou un préfet ou quelqu'un d'autre, d'une échelle beaucoup plus élevée de la hiérarchie administrative, ils auront peut-être pu l'écouter, parce que il y a certains de ces villageois qui se sentent un peu déçus lorsque, à l'arrivée de leur hôte, ils constatent qu'il s'agit d'un agent forestier. D'un simple agent de l'État. Ils auraient voulu voir un homme politique. Justement, vous savez, dans la société est compartimentée. Et à tous les niveaux, il y a des responsabilités à assumer. Le rôle de l'agent forestier, c'est d'aller vulgariser les lois, c'est d'aller sensibiliser les populations, les conscientiser. Il a les outils pour cela, pour mener ces campagnes-là. Mais le sous-préfet ou le préfet ou à d'autres niveaux, le ministre, sont des administratifs ou des politiques qui n'ont pas les mêmes outils. Et le premier outil est dans la tête. C'est la connaissance du domaine, du sujet, pour faire un meilleur plaidoyer. Il faut avoir la maîtrise de la chose. Et chacun doit faire son métier. Il ne faut pas que l'agent quitte, je sais pas, qui quitte sa responsabilité pour la faire assumer par son chef hiérarchique. Non. C'est là qu'il faut. C'est là qu'il faut, et ces agents sont envoyés par leur tutelle qui travaillent selon le programme du gouvernement. Donc on ne demandera pas au président de la République de parler aux populations, de ne pas couper les arbres et ainsi de suite. Bon. C'est un peu la tendance qu'on observe où les gens attendent que le président de la République réponde de tout. Mais non, il y a des relais à tous les niveaux. Chacun doit assumer sa responsabilité, et c'est ça. Et donc on ne peut pas demander à ces autorités-là forcément de venir expliquer, alors que là, il s'agissait quand même d'un dialogue, d'un échange, mais qui s'est mal terminé parce que les populations intéressées par la coupe du bois, les populations sentant qu'elles vont être gênées par l'application de la mesure qu'on leur énonce, du coup s'élèvent contre cette campagne et s'en prennent à l'agent qui vient leur porter le message. C'est plutôt ça. Et quand on sait que c'est tous des illégaux dans la coupe du bois, c'est exactement comme les braconniers. Les braconniers n'accepteront pas de recevoir comme ça un agent officiel qui vient leur donner des leçons sur ce qu'ils ne doivent pas faire, et ainsi de suite. Donc, ils ne seront jamais de son côté. Et s'il faut désobéir, ils désobéiront de plusieurs manières. Oui. Et là, il s'agit véritablement je crois, non seulement de sensibiliser
par rapport aux questions de l'environnement, mais il y a aussi le côté d'opérer des changements de mentalité. Je crois, je pense vers l'option qu'a adopté l'écrivain Ngugi wa Thiong'o lorsqu'il parle de décoloniser l'esprit, et que l'ancien lauréat du prix Nobel de la paix, Wangari Maathai, a parlé de changement ou de révolution éthique, et que moi j'appelle révolution mentale, parce que là, je crois, oui, les populations dans plusieurs pays africains, surtout en Afrique subsaharienne, ont toujours la tendance de croire que telle chose aurait été mieux faite par telle ou telle personne, comme c'est le cas dans le cri de la forêt. Là, c'était juste pour appuyer vos paroles. Maintenant, je me demandais dans quelle manière concrètement pensez-vous que les œuvres littéraires peuvent contribuer à la mitigation de la crise écologique? Est-ce que cela peut être mesuré? Oui, mais comme je l'ai dit, la littérature permet d'éduquer les citoyens, de les former. La littérature, les œuvres littéraires, lorsqu'elles sont bien diffusées, peuvent aider à la prise de conscience des citoyens d'un certain nombre de questions qui les concernent. Bon, il serait difficile de passer autrement que par le livre, par la littérature. Oui, aujourd'hui nous avons les médias, mais les médias eux-mêmes s'alimentent de lectures. Et donc, c'est quand même la base de l'éducation civique. C'est quand même la base de l'information. C'est quand même la base de l'apprentissage. Il faut compter encore, et nous compterons toujours sur le livre, sur la littérature pour l'élévation de l'homme. Oui, merci. Oui, parce que là même, pour mon master, j'ai travaillé sur l'immigration illégale dans la fiction anglophone du Cameroun, surtout de la diaspora, et j'ai lu votre roman Sarah, ma belle cousine, qui parle aussi de cette question de la migration. Et pour relier les deux, parce que je crois que ça c'est des domaines précis à l'heure actuelle où l'art, mais surtout la littérature, peut et intervient déjà. Je pouvais formuler cela en guise de petites propositions que peut-être, comme vous êtes ministre actuel et aussi ancien ministre, que je crois ces œuvres-là qui parlent de ces sujets qui touchent surtout au cœur des réalités de notre continent, est-ce qu'il n'y a pas de moyens où parfois le gouvernement peut en procurer des exemplaires et même partager dans des lycées et des collèges, puisque nous savons que généralement en Afrique la lecture pose problème. Mais est-ce que je croyais que peut-être en divulguant, en distribuant, même en faisant que chaque école primaire, chaque école secondaire publique, que ce soit privée, puisse avoir au moins un exemplaire de certains livres qui parlent de ces sujets, parce qu'il y a même des fuites de cerveau et d'autres problèmes qui s'ajoutent à cette crise environnementale. Je crois que cela pouvait aussi aider à atteindre plus d'audience avec les messages qui sont bien formulés par les écrivains. Ben oui, comme vous l'avez dit, l'immigration est un sujet bien sûr qui est abordé, mais on reviendra toujours à l'origine. Il faut des États forts. Les États forts pour faire appliquer les lois, pour faire appliquer la justice. Il faut des États forts pour faire respecter la gestion des ressources naturelles, pour faire respecter les relations entre les hommes, mais aussi pour créer les bonnes conditions de vie. Créer les bonnes conditions de vie à travers
le développement de l'économie, à travers une bonne gouvernance, à travers l'épanouissement de l'homme. Une bonne gouvernance peut aussi, et une bonne économie peut garantir l'emploi à tous. L'emploi à tous, le logement à tous, la mobilité à tous. En fait, rendre digne chaque homme, qui peut se nourrir, qui peut se vêtir, se loger, qui peut se soigner, et ainsi de suite. Qui peut s'éduquer aussi. Bon. Mais si ces conditions ne sont pas réunies chez soi, on va les chercher ailleurs. C'est malheureusement ça, c'est cela qui est à l'origine des malheurs que l'on enregistre dans l'exode des Africains vers l'Europe en particulier. Mais je crois que l'aspiration du monde et surtout de l'Afrique au développement durable devra amener les gens à se remettre en cause et à développer des stratégies nationales qui garantissent le progrès réel, qui garantissent une meilleure vie. Le jour où nous aurons de bonnes écoles, de bons hôpitaux, avec tous les spécialistes, avec tout cela, vous verrez que nos enfants n'iront plus ailleurs. Ils resteront ici. Les malades ne vont plus se faire traiter ailleurs pour faire payer à l'État de lourdes factures ou faire évacuer des corps. Des gens qui ont été évacués alors qu'ils étaient presque morts déjà, on savait que l'issue était inévitable. Bon, on a besoin de tout cela, on a besoin de ça. C'est vrai, on peut le dire, mais il faut le faire aussi. Le faire, tout dépend de comment nous voulons le faire, comment nous devons aborder, comment nous devons responsabiliser les acteurs, comment est-ce que la vie elle-même doit être gérée et que à la base puisse régner la justice, l'équité, mais vraiment tout en veillant à ce que l'on encourage les meilleurs, qu'on sanctionne, qu'on punisse les mauvais, et ainsi de suite. Et s'il n'y a pas ça, écoutez, la vie sera toujours comme ça. Elle sera triste pour le plus grand nombre. Elle sera triste pour le plus grand nombre. Merci, oui. Surtout, oui, parce que là, la réponse, c'est derrière aussi une autre question que j'allais poser s'agissant de quel rôle la mauvaise gouvernance peut jouer, mais c'est déjà clair, parce que vous avez bien établi les liens entre non seulement la mauvaise gestion avec la crise migratoire, mais aussi la question écologique. Donc, pour terminer, j'aimerais d'abord demander si ce qui se passe dans Terre, le mal de terre, ainsi que le village que je qualifie un peu d'utopique, dans le nord, dans le cri de la forêt, est-ce que ce sont des inspirations réelles ou c'est imaginaire? Tout est imaginaire. Ok. Mais porte sur des faits vrais qui se produisent ici ou ailleurs et autour desquels nous devons marteler par la sensibilisation, la dénonciation aussi. Il faut dénoncer, sensibiliser les gens, les conscientiser pour qu'on cesse de faire le mal à la nature. Dernière question. Et si la nature est bien gérée, nos vies vont être aussi mieux gérées. Ok.
Ok, merci. Dernière question pour vous. Vous écrivez en français, mais je constate que l'anglais est la langue la plus parlée internationalement. Pensez-vous que si vos œuvres étaient aussi traduites peut-être en anglais, cela aura atteint un grand nombre d'audiences? Oui. Ah, ok. Certainement, il y en a qui commencent à être traduites. D'ailleurs, les bénévoles existent dans les deux versions, Ok. anglais-français. Ouais, parce que moi, je pensais aussi que peut-être vers la fin de ma thèse, je vais peut-être travailler sur les cris de la forêt pour traduire aussi en anglais. Ah, ok, très Oui, bien. donc, c'est un projet qu'on peut parler de ça en off. Bon, comme on est ensemble avec le professeur Mukala, Johnny, je suis ok, le prof n'a rien à dire. Non, non, c'est bien. Oui, parce que je croyais seulement, comme vous êtes expert littéraire et aussi écrivain, que vous avez un petit mot à ajouter sur... Non, non, c'est Ok, bon, merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Henri Njombo, écrivain, ministre actuel de l'agriculture, de l'élevage et des industries animales de la République du Congo. Pour le temps que vous m'avez accordé, 1 heure de temps, merci beaucoup et continuez le travail que vous faites. Et nous, en tant que vos enfants, nous sommes prêts à travailler avec vous pour que nous puissions ensemble relever ces défis, surtout environnementaux et migratoires. Merci beaucoup.